Bonjour tout le monde, alors bienvenue à cette table ronde qui va nous occuper au cours de la prochaine heure. Donc, comme vous venez de l'apprendre, je m'appelle Brian Saint-Louis, je suis responsable des relations de presse pour notamment le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est ce qui fait que c'est moi qui ai été choisi aujourd'hui pour animer cette table ronde. Je vous rappelle le sujet, comme l'animatrice vient de vous le dire. Donc, nous allons nous intéresser aux pratiques pédagogiques innovantes et les nouvelles réalités du marché du travail à l'ère du numérique. On va notamment se poser les questions, quels sont les milieux d'apprentissage qui favorisent la réussite éducative, les pratiques pédagogiques innovantes et bien sûr, l'angle aussi qui peut être intéressant, comment répondre aux nouvelles réalités du marché du travail à l'ère du numérique. Alors, je ne serai pas seul, bien sûr, au cours de la prochaine heure pour parler de ce sujet. Il y a 3 conférenciers qui seront avec nous pour en discuter. Donc, qui seront avec nous, donc, Madame Margarida Romero. Elle est directrice au laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Nice à l'Université Côte d'Azur. Bonjour, Madame Romero. Bonjour. Monsieur Thierry Karsenty également, qui sera là, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Bonjour, Monsieur Karsenty. Bonjour. Paul Hubert, donc directeur du Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal, chercheur membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation de la profession enseignante, chercheur au groupe de recherche interuniversitaire sur l'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication et chercheur associé au Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations, le CFRIO. Bonjour, Monsieur Paul Hubert. Bonjour à tout le monde. Alors, déroulement de la table ronde, je vais tout d'abord vous proposer de vous présenter plus. Bien sûr, j'ai donné vos titres, mais quoi de mieux que l'expérience et vos travails, donc, pour savoir qu'est-ce que vous faites exactement. Donc, je pourrais proposer de commencer peut-être par Madame Romero, justement. Et ensuite, on aura une dernière partie à la fin de l'entretien où on peut se poser différentes questions. Donc, voilà, c'est le plan que je vous propose. Donc, petit tour de table où je vais laisser de 5 à 7 minutes à chacun. Vous allez nous présenter brièvement vos travaux et donc savoir peut-être justement depuis mars dernier aussi de quelle façon ces pratiques innovantes ont modifié un peu vos angles de recherche, possiblement savoir comment cette pandémie qui nous occupe tant bouleverse un peu les choses aussi pour vous. Donc, Madame Romero. Oui, donc tout d'abord, merci de l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous et donc de retrouver aussi mes collègues Bruno Paul-Hubert et aussi Thierry Karsenty. Donc, c'est des collègues que j'avais le plaisir aussi de côtoyer donc pendant les 4 années où j'étais à l'Université Laval, donc au Québec. Et depuis 4 ans, donc j'ai rejoint l'Université Côte d'Azur. Donc, j'imagine que vous imaginez Côte d'Azur, donc c'est en France. Et donc, il n'y a pas que des touristes, il y a aussi une université avec des étudiants. Et effectivement, les contextes des pandémies, des continuités pédagogiques a été un grand bouleversement. Et en même temps, ça a été aussi un terreau d'opportunité. Donc, dans toute crise, il y a des éléments qui sont négatifs, mais il y a des éléments qui sont positifs à prendre. Et justement, donc, on a su s'adapter petit à petit. Donc, je dirige les laboratoires d'innovation et numérique pour l'éducation. On s'intéresse tout particulièrement à des compétences dites du XXIe siècle, donc résolution de problèmes, créativité, pensée informatique. Et ce que nous avons vécu pendant cette pandémie, c'est justement un gros défi qu'on n'aurait jamais imaginé, de passage dans une modalité d'apprentissage totalement différente. Et ça nous a permis de voir certains éléments qu'on voyait déjà à plus petite échelle, mais qui nous ont permis de voir quelque chose à la fin très, très simple, mais très forte, qui est comment la résilience, elle se développe quand les personnes travaillent ensemble. Donc, ce que nous avons pu voir, c'est qu'aussi bien au niveau universitaire qu'au niveau des écoles, là où il y a eu de la résilience, là où il y a des communautés qui ont pris cette difficulté au mieux possible, c'était là où il y avait quand même une petite cohésion initiale. Donc, c'était pas forcément les plus technologiques, mais c'était quand même des personnes qui s'est parlé et qui ont su trouver, parfois en bidouillant, parfois en donnant la place aussi aux étudiants pour qu'ils nous proposent parfois des outils qui sont pas tout à fait les plus officiels, mais qui étaient quand même des outils qui nous ont permis de dépanner des situations
communication. Donc, ça a été cet élément-là que je trouve qu'un contexte de pandémie et même un contexte là des continuités pédagogiques est les plus forts. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on développe les sentiments d'appartenance, il faut que les enseignants ne se retrouvent pas seuls et il faut qu'on sache qu'on peut compter les uns sur les autres pour faire face aux crises. Donc, ironiquement, même au moment où on se retrouvait chacun chez soi, isolé, c'est l'esprit de cohésion, vous trouvez, qui est ressorti de cette pandémie-là, qui fait que l'interaction, même en étant seul, plus on se parlait, plus on était efficace et plus à ce moment-là, on pouvait développer des pratiques, écouter nos collègues qui étaient peut-être plus à l'affût de certaines technologies qu'on ignorait. C'est cette communication-là qui... Exactement. L'école qu'on a vue qui a mieux fonctionné, c'est spécialement pas une école technologique. C'est une école dans laquelle aussi bien les parents que les enseignants avaient l'habitude de se retrouver. Et puis, ils avaient déjà l'habitude de se faire confiance. Donc, c'est quand même ces valeurs-là qui sont à la base de cette résolution, pas uniquement collaborative, mais également sociale des problèmes. Et en fait, cette équipe-là, ils savaient même pas utiliser un drive ou des fichiers partagés. Et puis ils nous expliquaient comme s'ils avaient découvert le monde, qu'ils étaient en train de partager des fichiers. Mais en fait, ce qui était extraordinaire de cette équipe, c'est que ils se parlaient et donc ils ont su rassurer les parents, ils ont su comprendre que les élèves, ce qu'ils vivaient, c'était difficile parce que c'était un détachement des lieux d'apprentissage, des lieux de socialisation de l'école. Et donc ils ont su bricoler de manière très basique. Vraiment, c'est un grand outil sophistiqué. Ils ont su bricoler une manière de retrouver cette sensation-là. Donc, l'équipe, il a fait des choses très simples quand ils ont vu que les enfants s'ennuyaient de l'école. L'équipe école, donc les directeurs et quelques enseignants ont fait des vidéos de l'école pour leur dire l'école est toujours là. Nous, on travaille toujours depuis l'école. On peut vous rassurer, on va pouvoir revenir à un moment donné. On est là, etc. Donc, ça a été une communauté qui a été très à l'écoute et en faisant des choses très simples, ils ont su maintenir les liens qui étaient essentiels pour la continuité pédagogique. Et ensuite, l'autre élément, c'est qu'ils ont laissé beaucoup de place aux parents. Les parents ont eu des rôles très différents. Il y en avait qui étaient totalement dépassés, donc ils n'ont pas pu être là. Il y en avait d'autres qui étaient un peu trop là. Donc, il y avait un peu tous les diversités de ces parents-là. Et donc, pouvoir, pour les parents qui souhaitaient s'investir, également leur donner un rôle et pouvoir les engager dans les activités, ça a été également quelque chose qui demandait de l'écoute et la confiance. Et donc, je pense que c'est un message très fort. Je pense que même pour la formation des enseignants, il faut qu'on apprenne à collaborer. Il faut qu'on apprenne à bâtir des communautés résilientes. Il faut qu'on engage de plus en plus les liens famille-école pour s'assurer que cette résilience, elle n'est pas uniquement entre les enseignants et les élèves, mais qu'elle est également soutenue par les familles. Donc, esprit de collaboration, bouleversement un peu de l'équilibre habituel de la façon dont on voyait la pédagogie. De ce que je comprends, si l'enfant peut aider le professeur, c'est valorisant. Tout à fait. C'est une expérience humaine à ce moment-là pour les enfants et les étudiants. Donc, voilà, ça mène beaucoup de choses. Merci, Mme Romero, pour cette petite présentation. On va poursuivre plus tard, bien sûr. Monsieur Carcenti, vers qui je vais me tourner maintenant, donc la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication et l'éducation. Je le rappelle, vous, M. Carcenti, les derniers mois, la pandémie, de quelle façon ça a bouleversé un peu vos recherches? Qu'est-ce que ça a amené de nouveau ces derniers mois? Alors, je salue Margarida qui est au sud de la France. Nous, ici, ce sera moins 16 en fin de journée aujourd'hui. Alors, écoutez, nous, avec notre équipe, on mène plusieurs enquêtes. On en a mené bien avant la pandémie. On a réalisé une enquête auprès de 12 000 apprenants en pleine pandémie aussi. Et ces enquêtes auprès des enseignants et des étudiants du postsecondaire particulièrement, qu'est-ce qu'elles révèlent? Elles révèlent d'abord que les technologies, le numérique, c'est omniprésent. C'est omniprésent dans les façons d'enseigner, mais aussi dans les façons d'apprendre au postsecondaire. Autrement dit, enseignants et étudiants font usage des technologies, soit pour apprendre, soit pour enseigner. Et globalement, les résultats d'enquête révèlent qu'il y a un impact positif de l'usage des technologies, soit pour apprendre, pour enseigner.
Par contre, ce que ces résultats d'enquête révèlent aussi, c'est qu'il y a quand même certains défis, et c'est qu'il y a aussi de meilleurs usages, de meilleures pratiques pour enseigner ou pour apprendre. Et donc, avec notre équipe, on a porté une attention particulière justement à ces bonnes pratiques, mais aussi à ces défis rencontrés. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour surmonter ces défis? Et puis, dans l'enquête récente qu'on a réalisée durant la pandémie, ce qu'on a remarqué, c'est que le numérique, même si globalement c'est positif, et puis imaginez-vous un peu au Québec, on est en enseignement à distance au post-secondaire depuis le 13 mars dernier, donc sans les technologies, ce serait impossible ou presque de faire de la formation à distance, même si ça existe depuis bien plus longtemps. Mais malgré tout, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même plusieurs défis, des défis rencontrés par les enseignants de toutes sortes, technologiques, pédagogiques aussi, et des défis rencontrés par les apprenants. Et un des grands défis, en tout cas sur lequel la dernière enquête qu'on a réalisée met beaucoup l'accent, c'est cet ennui, cette fatigue de Zoom, de Teams, des logiciels en ligne, ce problème de motivation des apprenants. Et donc, une des clés du succès, ça semble vraiment être dans regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour vaincre justement cet ennui des apprenants. Et c'est pas quelque chose de simple. Et donc, au début, c'est normal, je pense, quand des enseignants se mettent à enseigner en ligne. Margarida, elle a parlé de résilience collective et tout, mais je pense que c'est normal d'essayer des choses, de faire des essais, de faire des erreurs, mais l'enquête qu'on a révèle vraiment qu'il faut se soucier de l'engagement des apprenants ou de leur motivation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut pas voir l'enseignement en ligne comme un enseignant qui parle devant une caméra pendant des heures à des étudiants, parce que les témoignages qu'on a recueillis, il y a des étudiants qui avaient certains jours 3 cours à l'université, 3 cours de 3 heures, et qui se retrouvaient avec 8-9 heures de vidéos en ligne. Donc, il faut dépasser ça. Il faut voir l'enseignement en ligne comme un enseignement où est-ce qu'il y a une distance entre soi et ses apprenants, mais il faut voir que c'est un enseignement où est-ce que oui, on peut parler par moment devant la caméra, mais on veut trouver des façons d'engager les apprenants pour pas qu'ils restent seuls à la maison, finalement, à s'ennuyer. Et l'ennui fait quoi? Va créer finalement une espèce de distraction chez les apprenants, distraction qui existait avant en salle de classe aussi, hein, qui existait bien avant la pandémie. Mais donc, l'enseignement avec les technologies doit d'abord, je pense, un des principaux points, c'est chercher à engager les apprenants, à les amener à s'engager dans ce qu'on présente, à leur donner des tâches à faire, à les rendre plus actifs, à les faire travailler en équipe, à les faire travailler de façon collective aussi, parce que si on fait pas ça, on se retrouve à des apprenants. Et c'est intéressant parce que ces résultats d'enquête, on a fait aussi une enquête avec des collègues français et les résultats sont similaires aussi. On a des étudiants finalement où c'est difficile de garder la motivation, particulièrement à distance pour un cours. Et donc, on suit un cours sur un plus petit écran. Il y a un collègue ou d'amis avec nous et donc, ça devient encore plus difficile. Et là où ça semble mieux fonctionner, c'est quand les enseignants varient, quand les enseignants engagent les apprenants. Donc, des moments où est-ce qu'on parle, des moments où est-ce qu'on leur demande de faire des tâches individuelles, des tâches en équipe aussi. Enseigner à distance, c'est pas juste travailler, que vous travaillez seul. Il est possible et les étudiants apprécient grandement faire ça. Et donc, pour faire bref, depuis la pandémie, on a réalisé plusieurs enquêtes et ces enquêtes révèlent que oui, globalement, les technologies, sans ça aurait été extrêmement difficile, je pense, de faire de l'enseignement comme on en a fait partout sur Terre. Mais je pense qu'au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est que enseigner à distance, il y a plusieurs distances qui s'installent et une des distances peut-être, c'est l'ennui des étudiants. Et l'ennui des étudiants se reflète aussi sur l'ennui, je dirais, ou la motivation à enseigner des enseignants. Plusieurs enseignants trouvent ça difficile de parler seul devant une caméra. Alors, conclusion, trouver des façons d'engager les apprenants, les faire travailler en sous-groupe, aller superviser ces sous-groupes, rendre ça plus actif, c'est plus agréable pour l'enseignant, ça le sera aussi pour les apprenants. Voilà, c'est l'esprit d'appartenance qu'il faut continuer de créer, même si on est à distance. On l'a vu, c'est ça, les technologies étaient présentes, on savait comment les utiliser, mais comment pédagogiquement les rendre intéressantes, garder l'esprit de cohésion, la motivation. Pour l'éducation et pour plein d'autres milieux, ça a été tout un défi, là, cette pandémie-là. Ça va continuer de l'être, bien sûr.
Monsieur Paul Hubert, j'irai vers votre présentation. Vous aussi, je ne ferai pas votre longue présentation, disons simplement. Je vous rappelle, directeur du Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal et plein d'autres choses. Vous, Monsieur Paul Hubert, vos travaux les derniers mois, cette pandémie, comment ça influence? Écoutez, bonjour à vous. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour Margarida, bonjour Thierry. Alors Thierry m'a pavé la voie de manière assez extraordinaire. Et, écoutez, je suis d'abord professeur-chercheur dans le domaine des technologies éducatives. Ma spécialisation, c'est l'utilisation des technologies pour l'enseignement et l'apprentissage au postsecondaire. Et mes travaux de thèse portaient sur les interventions d'encadrement individuel et collectif en réponse aux problématiques de motivation et d'engagement en formation à distance. L'engagement et la motivation, c'est une problématique connue depuis des décennies, presque un centenaire en formation à distance. C'est classique dans tous les modèles de formation à distance, année après année, méta-analyse après méta-analyse. C'est le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est pas la qualité parce qu'il est possible de faire de la formation à distance de qualité. Toutes les méta-analyses nous indiquent que la formation à distance est aussi de qualité que et voire un peu plus, mais il y a une plus grande variabilité des résultats. Donc, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est difficile de faire mieux puis c'est facile de faire pire. Mais grosso modo, c'est de la grande qualité. Et puis, le vrai défi, c'est la motivation, l'engagement. Alors, je pourrais décrire tout un tas de mesures, mais je vous dirais que pour moi, un des effets premiers de la pandémie, Margarida parlait d'opportunités. Je dirais que jamais dans ma carrière, premièrement, jamais je n'ai travaillé autant d'heures, je n'ai jamais été sollicité, mais jamais, moi et mon équipe, c'est-à-dire mes compétences et celles de mon équipe au Centre de pédagogie universitaire, ont été aussi sollicitées, ont eu autant de sens dans le contexte. Donc, il y a quelque chose de très intéressant dans le domaine des technologies éducatives. Donc, moi, en quoi ça m'a sollicité? D'abord, je vous dirais, mes travaux sur l'encadrement que je mène depuis plus de 15 ans. En fait, j'ai réorganisé un symposium au Griptyque où on a quand même eu près de 250 participants on a recentré ça sur l'encadrement en formation à distance. Je voudrais que dans ma réflexion actuelle, au-delà de l'encadrement, Thierry l'a un peu mentionné, mais il y a tout l'aspect socio-affectif, l'aspect relationnel, qui est vraiment une zone d'ombre en formation à distance, qui fait pas l'objet de beaucoup de travaux, sauf des travaux sur la présence transactionnelle, la présence sociale, mais comment on établit un climat de classe à distance, comment on établit des relations entre enseignants, apprenants, entre la classe et la famille, comme l'a souligné Margarida. On a à l'Université de Montréal des milliers de profs qui se sont tout à coup concentrés très fortement à préparer leurs cours, donc à enseigner, qui ont été très préoccupés de l'évaluation des apprentissages, mais qui ont eu moins le temps de se préoccuper de l'encadrement puis des relations, alors que ça, pour moi, c'est la zone aveugle et c'est probablement la zone la plus importante, l'aspect des relations, et il y a différentes stratégies possibles pour ça. Alors, écoutez, ça, c'est un premier aspect. Je mène aussi des recherches sur des pratiques innovantes, classes d'apprentissage actif, réalité virtuelle, et puis classe inversée. Je vous dirais, c'est quand même intéressant. J'étais à la fin d'un projet de recherche sur la classe inversée. Les professeurs du postsecondaire du cégep de l'université qui avaient déjà, finalement, la classe inversée, c'est un peu une approche hybride d'enseignement où il y a une partie finalement de l'apprentissage qui se fait à distance et les professeurs, les enseignants qui ont fait partie du projet de recherche se sont retournés sur leurs pieds très facilement. Au CPU, qu'est-ce qu'on a fait? On a écouté, je vous dirais qu'avec la pandémie, l'opportunité, c'est qu'on a fracassé toutes les barrières à l'adoption. Je travaille avec les modèles d'adoption, d'intégration des technologies. Est-ce qu'on a fait du dommage ce faisant? Je ne sais pas, mais grosso modo, au Centre de pédagogie universitaire, on a mis sur pied une page web avec plein de ressources, des guides pédagogiques, des guides technologiques sur comment s'adapter à la situation. Ça a été consulté par plus de 30 000 personnes depuis. Donc, je parle de personnes, pas de vues, en fait, d'adresses IP différentes. Donc, c'est quand même exceptionnel. On a mis sur pied 3 écoles d'été. J'ai moi-même mis sur pied un cours crédité qui s'adressait aux enseignants qui s'appelait « Concevoir et encadrer un cours à distance » et on a été obligé d'ouvrir 2 sections. Je travaille d'ailleurs sur l'élaboration d'un mot qui verra le jour bientôt, qui va s'appeler « Concevoir et encadrer un module de formation à distance ». Avec l'ensemble de ces mesures, plutôt que de rejoindre le quart des enseignants à l'université, on a rejoint
à peu près les 3/4. Finalement, on a mis sur pied aussi des cellules de collaboration pédagogique et ça a été un petit coup de génie où on a regroupé des conseillers pédagogiques du CPU, des responsables facultaires, des responsables des bibliothèques. Alors là, on a formé de véritables communautés d'apprentissage professionnel ou communautés de pratique. Et moi, j'ai animé avec mon adjoint ces communautés de pratique-là. On se voyait à 80-90 personnes tous les matins pour coordonner ça pendant, au mois de mars, c'était à tous les jours. Ça a changé, mais on a réussi par ce moyen-là à rejoindre un grand nombre de profs. Et qu'est-ce qui en restera? Je pense que c'est une immersion. On a permis un développement ultra rapide de la compétence numérique des enseignants. Et finalement, j'aimerais mentionner que l'équipe du Centre de pédagogie universitaire a remporté le prix Collaboration 2020 du recteur la semaine dernière pour souligner le travail de l'équipe. Donc, pour moi, mais aussi pour mon équipe qui est constituée de plus de 25 conseillers pédagogiques, c'était une grande fierté, puis ça donnait du sens à tout le travail qu'on a fait depuis le mois de mars. Félicitations à vous et votre équipe pour ce beau prix. Donc, c'est ça. Là, on comprend, vous trois, vous vous connaissez, vous travaillez un peu dans les mêmes domaines, vous partagez souvent. Les derniers mois ont donc été l'occasion de passer de la théorie à la pratique et vous avez vraiment entré dans la réalité avec vos domaines de recherche. On va poursuivre la conversation. Je vous invite à vous interrompre et à vous parler entre vous, à parler, bien sûr, à échanger. On a parlé de pratiques innovantes. Ça reste un terme un peu large. J'aimerais ça peut-être qu'on le définisse un peu pour tout le monde. Les pratiques innovantes, les liens avec la réussite éducative. On est encore en éducation. On veut des résultats. On veut développer des compétences. On veut que ces compétences-là ensuite puissent être appliquées, bien sûr. Monsieur Carcenti, peut-être, ces pratiques innovantes-là, la façon dont elles s'articulent autour de la réussite éducative, comment vous voyez ça? Écoutez, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut d'abord définir la réussite éducative. Et donc, la pratique innovante, c'est quoi? C'est des pratiques qui vont amener les étudiants ou les apprenants à réussir sur leur âge. Réussite scolaire, c'est pas uniquement des résultats scolaires. Il y a un ensemble d'autres facteurs aussi selon les types d'apprenants qu'on a. Et il y a finalement, c'est le parcours scolaire qui doit être bonifié par ces pratiques-là aussi. Nous, ce qu'on a fait avec notre équipe au niveau de la pandémie, bon, dans la première partie, j'ai parlé un peu plus post-secondaire et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé finalement à partir des enquêtes qu'on a fait aussi au primaire et au secondaire et auprès des enseignants, on a réalisé une fiche synthèse pour les apprenants, justement pour les amener à comprendre un peu quelles étaient ces pratiques qui étaient innovantes et qui étaient en lien avec la réussite scolaire des élèves. Des choses toutes simples des fois, par exemple, apprendre à distance, particulièrement chez les plus jeunes, ça doit d'abord s'apprendre à l'école. C'est très difficile d'apprendre à distance une fois que tu es déjà à distance, et particulièrement pour les plus jeunes. Donc, à l'université ou au cégep, il y a quand même certaines habitudes qui sont plus faciles à mettre en place. Et donc, on a développé comme ça une série de recommandations basées sur les recherches qu'on a faites pour donner des pistes, pour donner des conseils, pour encadrer les enseignants, pour leur permettre finalement de rapidement, je dirais, de mettre en place certaines stratégies. Je vais l'afficher à l'écran très sommairement, mais ce sont 80 pistes finalement qui sont basées sur les recherches et qui permettent finalement de regarder des choses toutes simples comme les outils, la connectivité, l'idée du contact régulier. Bruno parlait de développer une relation pédagogique à distance. C'est extrêmement important, particulièrement en contexte de pandémie. Les gens étaient inquiets et tout. Et donc, une série de recommandations comme ça pour faire quoi? Pour aider justement enseignants et apprenants à ce que, pour que les pratiques justement soient plus efficaces et pour qu'elles soient liées à la réussite éducative. Il y a tout d'autres volets à ça. Il y a par exemple l'idée d'organiser ces moments d'enseignement-apprentissage. Bon, dans les universités, souvent l'horaire des cours a été suivi, mais arrivé au primaire, secondaire, ça a été beaucoup plus complexe. L'organisation des cours, ça a engendré un bon nombre de soucis aussi au niveau des parents. Et donc, il y a aussi des pratiques d'évaluation.
Comment fait-on pour évaluer à distance aussi? Et donc, il y a tous ces éléments-là qui sont liés à la réussite et sur lesquels il faut vraiment réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment garde-t-on des traces d'apprentissage? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place rapidement? Bruno a souligné un peu plus tôt l'idée de faire voler en éclats tous ces modèles sur l'adoption des technologies. C'est certain que, vous savez, avant la pandémie, on réalisait des enquêtes et une des questions qu'on posait, c'était est-ce que tu as déjà suivi des cours à distance, par exemple? En général, à l'université, le pourcentage en France, comme ici, c'est beaucoup plus élevé. Au secondaire, c'était très petit et au primaire, c'était complètement absent. Mais depuis la pandémie, ce n'est plus une question qu'on peut poser parce que tous les élèves du secondaire au Québec ont appris à distance et en France, une bonne partie aussi, j'en suis convaincu. Et donc, derrière ça, ce qu'il faut voir, c'est ces pratiques éducatives, comment on peut favoriser la réussite des élèves. Et donc, c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas juste d'enseigner, c'est de les amener à apprendre, à développer des compétences et peut-être, pour répéter quelque chose que j'ai dit en premier lieu, à s'engager aussi parce que l'engagement est important à l'université, encore davantage, je dirais, au secondaire. Voilà. Mais ces pratiques innovantes-là, les professeurs, et là, on le sait, tout a été excessivement rapidement. Certaines technologies existaient déjà. On a parlé là, d'esprit de cohésion, est-ce que vous avez vu dans vos recherches, les professeurs, quel aurait été le meilleur comportement? Est-ce qu'il faut tester des choses, essayer des choses? Est-ce qu'il faut toujours garder l'œil sur l'objectif de la réussite éducative? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que... Écoutez, je pense qu'il faut, je reprendrai des propos de Margarida, il faut pas hésiter à travailler en collaboration, s'inspirer des pairs, il faut pas hésiter à faire certains essais, à informer, surtout avec les plus jeunes, les parents notamment, et je pense qu'il faut regarder qu'est-ce que je peux faire pour intéresser mes apprenants et pour leur faire apprendre, parce que cet ennui à distance, et récemment, dans beaucoup d'enquêtes récentes aux États-Unis, ailleurs, il y a même une publication récente qui s'appelle Fatigue Zoom, et c'est ces gens qui en peuvent plus d'être en ligne comme ça du matin au soir, et donc ça devient, c'est difficile, et donc je pense qu'il faut chercher à capter l'intérêt, en tout cas motiver, faire apprendre, faire développer des compétences, ce serait 3 zones clés, et ne pas travailler seul, travailler en collaboration quand on est enseignant, et amener ses apprenants à travailler en collaboration, ils adorent faire ça aussi. Donc, il ne faut pas seulement avoir des pratiques innovantes, il faut être innovant soi-même pour garder l'œil sur l'objectif de la réussite des étudiants, des élèves. Et puis, ça s'applique bien sûr ça à tous les domaines. Il faut rester ouvert à toutes les possibilités. On parle bien sûr là, de cohésion, d'esprit d'appartenance, et ça nous ramène encore au milieu d'apprentissage. Je vais me tourner vers M. Paul-Hubert. L'importance du milieu, comment ils peuvent favoriser l'adoption des pratiques innovantes, les milieux, justement, je parle du lien du professeur, le milieu, l'ensemble, de quelle façon ces pratiques-là vont s'intégrer par le milieu notamment? Écoutez, il y a différents aspects qu'on pourrait aborder en lien avec cette question-là. Je pourrais vous dire quand même, avec la pandémie, mais ça fait quand même quelques années, je vous dirais qu'avec la technologie, la formation sort de plus en plus du cadre spatio-temporel de la formation qui se fait en classe. Alors, ça a été accéléré depuis le mois de mars, mais c'est pas si nouveau que ça. On n'a qu'à penser aux formations qui sont... En fait, on va apprendre quelque chose. On va sur YouTube, on a quelque chose. Il y a eu le site lynda.com qui est rempli de vidéos tutoriels qui a été acheté par LinkedIn. On a l'émergence d'un mouvement où de plus en plus, on a des ressources éducatives libres qui sont librement et gratuitement accessibles. Puis on a aussi l'émergence d'un phénomène qui s'appelle les MOOC ou les CLO, les cours massifs ouvert à tous, qui est loin d'être marginal, qui recueille maintenant des centaines de millions d'inscrits dans le monde. On a une initiative au Québec qui s'appelle EduLib, d'ailleurs edulib.org, qui offre plusieurs MOOC. Alors, en fait, on peut distinguer entre les milieux de formation qui offrent la formation formelle, les milieux informels. Alors, oui, nos écoles sont des milieux plutôt formels. Je dirais au CPU, on offre un mélange des deux, formation formelle planifiée, formation informelle ou non formelle
formel, mais il y a de plus en plus d'occasions pour les apprenants de suivre des formations non formelles. Alors, c'est une première chose, je dirais, les milieux devraient pouvoir accommoder le fait que des étudiants vont développer des compétences ailleurs qu'à l'école. Donc, l'école devrait travailler à reconnaître les compétences qui sont développées dans cet univers-là. Je dirais que, un étudiant en informatique qui prend la peine d'aller faire, je sais pas, un micro-programme sur l'intelligence artificielle quand il vient pour appliquer à l'université ou même appliquer dans une job, ça devrait pouvoir faire une différence sur son CV, même s'il n'y a pas un relevé de notes, ça démontre quelque chose. Une deuxième grande piste, je dirais, première piste, pour moi, c'est déjà d'exploiter les ressources librement accessibles qui sont de plus en plus nombreuses et qui peuvent faciliter aussi la formation hybride, l'apprentissage en partie à distance. La deuxième grande piste, je dirais, c'est miser sur l'apprentissage expérientiel. Alors, quand on pense à l'apprentissage expérientiel, d'habitude, à quoi on pense? On pense aux stages. Et les stages, c'est bien, mais il y a aussi des problèmes liés aux stages. Les stages, c'est, en fait, l'apprentissage expérientiel, ce sont différentes manières d'introduire l'environnement, que ce soit le milieu de travail, le milieu communautaire ou le milieu preneur, dans la situation de formation, parce que ce qu'on va produire va être utile. On peut penser aux stages, mais on peut penser à des projets qui vont être faits dans des cours qui peuvent être en lien avec des milieux preneurs, soit des milieux de travail. On peut penser aussi à des choses comme des simulations en réalité virtuelle immersive. C'est des choses qu'on développe actuellement au Centre de pédagogie collégiale. Au Centre de pédagogie universitaire, on développe des vignettes cliniques interactives en vidéo 360 qui sont utilisées en criminologie, en psychologie, en travail social. Et c'est très, très intéressant. On peut considérer que ça fait partie de l'apprentissage expérientiel. Finalement, je dirais qu'il y a quand même, ça nous dit quelque chose sur qu'est-ce que ça prend pour qu'une formation amène des enseignants ou des futurs enseignants à transformer leur pratique. Je dirais la première chose, c'est déjà la pertinence et la cohérence de la formation par rapport aux besoins. Je pense qu'on l'a bien vu dans les derniers mois. Je dirais la formation, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. Il faut sortir de l'idée qu'on donne un petit séminaire d'1 heure, 1 heure et demie. Au CPU, ce qu'on a déployé cet été, c'était des écoles d'été dans lesquelles il y avait entre 15 et 25 formations qui duraient entre 3 jours et 2 semaines. Donc, il y avait quand même un certain caractère de durée, d'intensité, et c'était plus que ça se prolongeait avec des discussions dans la communauté d'apprentissage. Donc, pour qu'une formation soit transformatrice, il faut que ça soit dans la durée. Je dirais, il faut que la formation soit exemplaire aussi. On veut amener les enseignants, les futurs enseignants, à développer l'apprentissage actif, collaboratif. Il faut qu'on soit nous-mêmes exemplaires dans notre proposition. Je dirais que dans tout ça, 2, 3 idées de plus, c'est que le rôle des conseillers pédagogiques, conseillers technopédagogiques est excessivement important. Ils ont un positionnement particulier pour aider les enseignants à réfléchir au processus. Ils ont un rôle aussi, puis je dirais que finalement, le partage, la collaboration, notamment dans des communautés de pratique ou des communautés d'apprentissage professionnel, est excessivement important pour ça. Alors, ça, pour moi, ce sont les ingrédients. Il y a un dernier ingrédient qui est ressorti dans mes dernières recherches collaboratives, c'est quand on a un retour qui nous vient des apprenants. Nous, on a développé un modèle de questionnaire très court, un questionnaire situationnel sur l'engagement et la motivation. On discutait de ça entre conseillers pédagogiques, professeurs, chercheurs, dans un type d'entrevue très différent. Je dirais que ça, en soi, d'avoir un retour qui nous vient des enseignants, qui est discuté avec le professeur, conseiller pédagogique et éventuellement le chercheur, c'est quelque chose qui peut être très transformateur sur le plan du processus de développement professionnel. Donc, voilà quelques idées sur comment on peut procéder pour le comment. Je dirais qu'il faut considérer que nos enseignants où nos apprenants sont des collaborateurs dans ce projet-là de transformation des pratiques, que leurs connaissances comme apprenants, que leurs connaissances comme enseignants ont un statut équivalent, même si ce n'est pas le même point de vue, mais au statut qu'on peut avoir comme chercheur ou comme formateur. Et à partir de là, on peut faire vraiment quelque chose qui est transformateur. Vous me parliez là, de cours, apprentissages, quand même de plusieurs formations. Ça me fait penser à la formation continue. Ça peut s'appliquer au-delà du cadre scolaire, bien sûr, au-delà d'un diplôme. Avez-vous senti une effervescence dans les derniers mois de ressources sur Internet, de formations qui se sont créées, de plateformes? Il faut aller aussi, en tant que professeur, aller chercher cette information-là pour mettre de l'avant ces pratiques innovantes-là dans nos cours, auprès des personnes à qui on enseigne, dans le milieu du travail aussi, si on veut pousser nos employés à continuer à se former.
On connaissait ces technologies-là, on en a déjà parlé, mais là, on est dans la pratique. Mais est-ce qu'il y a eu de l'effervescence les derniers mois, des nouvelles plateformes intéressantes qui se sont créées? Est-ce qu'on a senti un dynamisme dans le milieu? Absolument. Moi, je dirais que c'est le partage dans toutes les communautés. Déjà au CPU, un grand nombre des ressources qu'on a produits, on a pris un virage pour les rendre disponibles sous les licences Creative Commons, sous licence CC BY plus précisément. On a eu des demandes de l'extérieur pour réutiliser nos documents, puis je leur ai dit, écoutez, c'est déjà dans la licence, vous avez le droit de les utiliser, vous avez le droit de les transformer, vous avez le droit de les modifier. Dans un projet qui s'appelle fabriquerel.org avec des collègues de des centres de pédagogie universitaire de l'Université de Sherbrooke et de l'Université Laval. On met en commun plusieurs de cette documentation-là, mais ce mouvement-là se retrouve un peu partout, je dirais, sur les groupes Facebook qui s'intéressent à la pédagogie universitaire ou encore à l'intégration des technologies. Donc, je dis, c'est vrai pour au niveau de l'Université de Montréal, au niveau de la Fabriquerel, mais il y a un grand mouvement de partage de ressources. Fallait suivre le fil de continuité pédagogique. Il y a plein de sous-fils Twitter qui sont constitués. Je dirais qu'il y a un grand mouvement de partage et dans un grand nombre de cas, les ressources qui sont développées par les uns ou les autres sont rendues accessibles sous forme de licence libre là, de type Creative Commons. Donc, là, je dirais que oui, il y a une effervescence, une espèce d'entraide communautaire dans le milieu de l'enseignement postsecondaire, mais dans le milieu de l'enseignement secondaire aussi. Pour le primaire, je connais moins, mais il y a eu tous les gens des récits qui se sont beaucoup impliqués, mais peut-être que Thierry ou Margarida pourraient compléter. Oui, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Donc voilà, ces ressources-là existent. Il faut faire nos recherches dans le bon sens cette fois-là pour les trouver et pouvoir les appliquer. Je vais me retourner justement vers Mme Romero. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que vos collègues viennent de dire, mais aussi justement cette innovation-là, elle peut donc améliorer nos pratiques, elle peut aider à développer encore plus nos compétences. Vous pouvez réagir un peu et continuer sur ce sujet. Oui, dans le même sens qui a été abondé donc aussi bien par Thierry que par Bruno, on a vraiment observé donc justement que les éléments qui auparavant on essayait déjà d'accompagner là sont devenus une nécessité. Donc cette création et ces partages des ressources, cet rôle donc que Bruno également soulignait donc des conseillers technopédagogiques et je pense qu'il y a aussi la considération de l'innovation parce que parfois on considère que c'est un petit peu comme quelque chose d'un petit peu ponctuel. Or, je pense que c'est un élément qu'il faut peut-être reconsidérer dans l'ADN de la profession enseignante. On est dans un métier qui, en permanence, nous met face à des situations inédites, à des situations nouvelles. Et un enseignant se doit d'être capable de pouvoir apporter réponse à une diversité des situations très différentes, aussi bien d'un point de vue de la diversité cognitive, culturelle et de la progression des apprentissages de ses élèves, mais également maintenant des modalités et des technologies auxquelles il doit faire face. Donc, au lieu de penser l'innovation comme quelque chose qu'on va faire de temps en temps en faisant un effort, je pense qu'il faut qu'on reconsidère les métiers d'enseignant comme étant une profession dans laquelle on est un peu en bêta permanent. On est en permanence en train de se réinventer, de s'améliorer, de trouver des pratiques et d'améliorer ces pratiques en communauté pour considérer qu'on n'est vraiment pas dans un domaine dans lequel il y a des certitudes et des éléments qui sont fixes, une recette unique qu'on peut appliquer à tous les situations, mais qu'au contraire, on doit développer justement les compétences enseignantes de la profession enseignante pour permettre aux professionnels de l'éducation d'être très adaptatifs aux différentes situations auxquelles ils font face, que ce soit au niveau de la diversité de leurs élèves qu'au niveau de la diversité des modalités et des supports technologiques qui sont utilisés aujourd'hui et ceux qu'on utilisera demain et qu'on ne connaît même pas. Et là, c'est essentiel que ce professeur-là soit souple, soit à l'affût de ces nouvelles technologies-là. L'enseignant est responsable de former son élève, son étudiant, de l'intéresser lui-même à ces pratiques innovantes-là, parce que ce goût et cet intérêt pour l'innovation,
pour la souplesse, pour être capable de s'adapter aux nouvelles réalités. C'est quelque chose que l'élève et l'étudiant va traîner avec lui tout le long, après ça, de son parcours professionnel. Les pratiques innovantes ne se limiteront pas à l'école et l'enseignement supérieur doit aussi être finalement l'occasion d'apprendre à aimer ces technologies-là pour amener, c'est important, ce volet humain-là aussi, on le voit là, dans ce que vous nous dites quand même. Tout à fait. Et en même temps, c'est pas une course à la nouveauté. Donc, il faut pas être. Moi-même, j'étais à l'époque comme ça, une technophile, un peu comme un hamster qui tourne autour d'une roulette en disant ah tiens, il y a telle chose qui est apparue, il y a telle autre chose qui est apparue. Et donc, c'est relativement fatigant. On est en permanence en train de regarder qu'est-ce qui se passe de nouveau. Je pense qu'au contraire, il faut prendre la perspective en se disant en fait, ça reste que des gadgets. L'essentiel dans l'école, c'est les liens humains entre des personnes qui vont guider les apprentissages et qui connaissent avant tout la pédagogie, donc qui sont pas du tout impressionnés par les nouveautés ou les gadgets technologiques, qui vont en faire usage ou faire explorer certains usages par les élèves pour prendre de la perspective et savoir quand est-ce que c'est intéressant d'y aller et quand c'est pas intéressant d'y aller parce qu'il y a aussi des moins-values, et les travaux de Thierry nous les montrent également, donc il y a parfois des plus-values pédagogiques pour les numériques, il y a aussi des moins-values. Et donc, un enseignant doit être cette personne qui, au lieu d'être en train de courir comme un hamster à la nouveauté technologique, doit être capable de prendre la perspective et choisir à quel moment c'est intéressant de prendre un train qui passe et à quel moment il y a certains trains qu'on va laisser passer parce que ça n'apporte pas de la plus-value. Comment on fait justement pour déterminer probablement l'usage, la réceptivité des gens en général, comment on voit comment les gens réagissent, bien sûr, là, mais quand tout va rapidement, comme on l'a vécu ce printemps, cet été, quand toutes ces nouvelles technologies-là nous arrivent tous en même temps, qu'on veut quand même poursuivre nos objectifs, comment on fait le tri? Est-ce que vous avez un conseil? Qu'est-ce qu'il faut qu'on surveille? Laquelle technologie, nouvelle innovation on doit suivre? Est-ce qu'il y a un petit guide ou? Oui, en fait, il y a plusieurs stratégies. Au fait, être réseauté, c'est peut-être la plus intéressante. Donc, savoir lancer une bonne bouteille à la mer en disant, voilà, je voudrais organiser une classe virtuelle et puis mon institution, mon école me propose rien. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, savoir où lancer cette bouteille. Est-ce que c'est dans les réseaux sociaux? Est-ce que c'est au sein d'une commission scolaire ou un récit ou un autre organisme de ce type-là? Est-ce qu'on a déjà notre réseau d'apprentissage personnel avec des collègues qu'on peut faire confiance? Donc, savoir demander de l'aide, et ça a été très étudié même au niveau universitaire. Donc, la capacité à demander de l'aide est une compétence essentielle. Et donc, au lieu de se fatiguer tout seul à essayer de se dépatouiller avec tous les enjeux technologiques, c'est être capable de demander de l'aide à différentes personnes qui ont des expertises et ensuite s'essayer et puis apprendre les reculs. Donc, c'est ce que Sean nous dit. Donc, les enseignants, ça doit être des professionnels réflexifs. Et donc, on peut parfois essayer des choses. Et puis, si l'expérience n'est pas concluante, voilà, ça a été une expérience. On en arrive à la conclusion que ça n'a pas été si bien que ça. Et on va s'essayer sur une autre solution. Mais je pense qu'avant tout, c'est être bien entouré pour pouvoir échanger sur nos pratiques et pouvoir demander de l'aide aux autres. Je vous avoue, moi-même, j'étais passée par là. J'ai passé avant mes week-ends à chercher quelle était la meilleure carte conceptuelle pour faire un réseau de concepts. J'ai dépensé une énergie folle. Et à un moment donné, c'était plus possible. J'étais maman, donc voilà, soit je m'occupais de mon enfant, j'ai passé mes soirées à regarder les nouveautés technologiques. Et à ce moment-là, il est apparu essentiel en disant, voilà, en fait, je demande de l'aide. Et puis, à ce moment-là, c'est énormément du poids. En fait, et les enseignants en ont beaucoup sur les épaules. Donc, quand un enseignant commence à demander de l'aide à d'autres enseignants qui, en plus, se sentent valorisés parce que, voilà, en fait, un enseignant qui a trouvé, il peut partager sa trouvaille, se sent valorisé, c'est fantastique. Et puis, demander de l'aide aux étudiants. Nous, ce qu'on a fait dans notre master, dans notre maîtrise en technologie éducative ici à l'Université Côte d'Azur, quand il y a eu les premiers confinements, donc l'annulation des semaines intensives, on a posé la question aux étudiants. Comment vous voulez qu'on s'organise? Donc, on a été un peu feignants au labo. On s'est dit, il y a tellement de solutions, on est incapable de choisir parce que chacun défendait un scénario différent. Et donc, on
on a donné la parole aux étudiants et puis ils nous ont apporté des super idées. Et donc, on a choisi parmi leurs idées et aussi, je trouve que ça a été un élément très fort parce que ça les a permis de s'engager également dans la construction de cette alternative de solutions. On rappelle l'esprit de collaboration, le personnel, l'humain, ça prend beaucoup de place dans cette pandémie, dans ces nouvelles technologies qui entrent dans nos vies, dans l'enseignement, justement. On a reçu une question. Il y a beaucoup de gens, bien sûr, qui écoutent la conférence en ce moment, qui s'intéressent au milieu du travail, à la finalité. On le mentionne, on dit finalité, le diplôme, les compétences qu'on a réussi à avoir. Mais on l'a déjà dit, c'est des compétences qu'il faut continuer de développer tout au long de son parcours. L'enseignement, le réseau de l'éducation, c'est un lien qu'il faut maintenir donc en tant qu'individu tout au long de sa vie pour continuer son apprentissage. Mais pour le moment, est-ce qu'on a déjà des enquêtes qui ont été faites? Est-ce qu'on sait les cours numériques, est-ce que la formation que reçoivent nos étudiants en ce moment est bonne? Est-ce que les résultats sont bons? Est-ce que les pratiques des professeurs pour enseigner, ça va bien? Est-ce que le résultat en ce moment des derniers mois, ça montre que les compétences se développent bien? Je ne sais pas qui voudrait répondre. Je peux peut-être juste dire un petit mot. Je dirais pour moi, le résultat, comme je l'ai mentionné au tout début, les études sur la formation à distance montrent que normalement, c'est de qualité équivalente ou un peu meilleure, mais que c'est grandement variable. Donc moi, je dirais assez simplement que les enseignants, les formateurs qui se donnent la peine de se former suffisamment pour transformer leur pratique, on va avoir des résultats qui vont être au bout du compte. Mais tout le monde n'est pas sur la même échelle. J'ai mon fils qui étudie en mathématiques et informatique et je vous dirais que j'ai certains de ces enseignants qui sont vraiment des contre-exemples, donner des démonstrations de théorèmes en mathématiques pendant 3 heures sans donner aucun exemple d'application sur Zoom. On voit des choses à ne pas faire. Donc, c'est difficile si on parle en général. Je dirais que ce qui est important dans ce contexte-là, je pense que c'est que les enseignants se mobilisent pour transformer. C'est possible de bien enseigner à distance. Il faut se défendre l'idée que la formation à distance est de moindre qualité. Cependant, ça demande quand même des efforts. Moi, je dirais aussi, ce qui est important, c'est de pas viser l'imperfection. Vous savez, quand on enseigne en salle de classe, on vise jamais la perfection. Et quand on est à distance, on a l'impression qu'il faut que tout ce soit parfait parce qu'on est tout le monde nous regarde avec une loupe et tout. Et donc, depuis le début de la pandémie, il y a vraiment des enseignants du primaire à l'université qui ont réalisé des choses tout à fait exceptionnelles. Et encore une fois, il faut pas avoir peur d'essayer. Et puis moi, Margarida a parlé tout à l'heure d'adaptabilité. C'est vraiment une compétence clé. C'est une compétence qu'on développe quand on apprend au secondaire, à l'université, mais c'est une compétence qui va nous servir toute notre vie durant quand on va être en entreprise aussi. Et quand on regarde ce qui se passe dans le secteur du marché du travail au Québec et ailleurs, l'adaptabilité, c'est vraiment un facteur clé aussi. Je me dis, si on peut amener tous nos jeunes de France, du Québec et d'ailleurs à développer cette compétence, l'adaptabilité, c'est quelque chose qui va leur servir toute leur vie durant, peu importe dans le contexte dans lequel ils vont travailler. Alors pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien. Ça et aussi l'idée de travailler en collaboration. L'exemple que Margarida soulignait, où est-ce qu'ils se sont retournés vers les étudiants. L'exemple de Bruno, où est-ce qu'il se rencontrait avec toute son équipe de 90 personnes. Et nous-mêmes, avec mon équipe, quand on réalise les enquêtes, on avait une rencontre hebdomadaire chaque semaine où est-ce qu'on regardait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pose comme question et tout. Donc, ce travail en collaboration évite, comme Margarida le disait, de courir de façon solitaire. Parce que si on fait ça, d'abord, on a une vision très, très étroite de ce qui se passe. Et donc, travailler en collaboration, ça aide. Mais l'adaptabilité, je pense que c'est une compétence clé qui est particulièrement importante dans le contexte actuel aujourd'hui, mais qui le sera finalement dans un futur proche et lointain. Il nous reste à peine 1 minute. Je ne sais pas, Mme Romero, si vous aviez autre chose à ajouter sur ce point-là précisément. Mais sinon, ce que je comprends, puis ça rejoint un peu ce que vous nous disiez au début, l'expérience humaine, et là, on parle de pédagogie, d'innovation. Les étudiants qui sont en ce moment à l'école vont sortir de ce processus-là de pandémie. On va revenir à de l'enseignement normal, mais l'enseignement à distance va rester, les pratiques innovantes vont rester. On est en train de développer en ce moment quand même, soyons optimistes, une génération d'étudiants, d'élèves qui
seront capables de multiplier les ressources, de multiplier les façons de travailler. Ce sera des gens polyvalents. On essaie de développer leur curiosité. C'est un peu, il y a de l'optimisme quand même dans tout ce qui se passe en ce moment, là, comme individu qui va grandir dans notre société maintenant. On est des gens qui vont être débrouillards et qui vont pouvoir s'adapter à beaucoup de choses. Non seulement on a trouvé un vaccin pour la santé, mais en plus, au niveau pédagogique et au niveau de l'innovation, je pense que ce sera quelque chose de très positif aussi. Margarida? Ouais, exactement dans la même voie. Il y avait des gens qui étaient fermés et donc il y a des personnes pour lesquelles il a fallu la pandémie pour finir de pousser vers une certaine voie. Et il y a certains qui pourront plus dire je suis pas capable. Donc je pense que voilà la quantité des zones de confort qu'on a traversées pendant cette pandémie, si on sait bien les accompagner pour les positiver et pour les soutenir par la suite, c'est d'autant des zones d'expansion qu'il faut continuer par la suite. Ouais. Il faut sortir de notre zone de confort pour essayer de nouvelles choses. Pour les enseignants, s'adapter à ces nouvelles pédagogies-là, apprendre à les utiliser, apprendre à être intéressant, apprendre à montrer aux élèves du contenu et rester intéressant. On a mentionné le lien humain reste important et voilà, donc apprendre à faire... à intégrer ces nouvelles technologies, autant dans l'enseignement que dans le marché du travail par la suite. Là. Continuer de faire de la formation, rester ouvert. Je pense que c'est un peu le message qu'on est en train de dire au cours de notre conversation. Donc, on me dit que c'est ainsi que ça s'achève. J'espère que vous avez apprécié cette conversation. Je sais que vous allez vous reparler, vous êtes amis. Donc, Madame Romero, Monsieur Carcenti, Monsieur Paul-Hubert, merci beaucoup d'avoir participé à cette conversation et je laisse donc la suite des choses pour votre journée de congrès. Bonne journée tout le monde.